Bonjour, la jeunesse de banlieue. Donc on a dit en 1991, à la guerre contre l'Irak, on a vu nos compatriotes juifs qui soutenaient l'invasion de l'Irak. Et là, on avait des affaires avec les juifs et on a du mal à travailler avec eux. Et on a arrêté, on s'est dit entre nous, c'est mieux d'arrêter. Et même à l'intérieur de la communauté juive, avant les samedis, il y a beaucoup de familles qui viennent dans nos restaurants pour manger le couscous. Et à partir de 1991, il y a de moins en moins de juifs qui viennent le samedi soir ou le dimanche dans nos restaurants. Donc, il y avait une fissure. Donc, nous, on a bien compris que cette fissure, c'est quelque chose qui est coupé, qui est profond. On a essayé pendant des années de se maintenir, de ne pas avoir une faille entre nous, la communauté musulmane et la communauté juive. Mais vu leur soutien aveugle à faire la guerre contre le monde musulman et leur politique aveugle de soutenir des régimes fascistes nazis dans nos pays d'origine et de leur politique à l'intérieur de la France de maintenir une chape de béton et de déstabiliser nos enfants dans les banlieues, on a du mal à les regarder dans les yeux. Donc la fissure, elle est faite à partir de 1991 entre les juifs et les musulmans. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit nos enfants qui ont la rage contre la communauté juive. À partir de cette date-là, on le voit. Lorsque un enfant traite quelqu'un, un autre musulman du juif, c'est que c'est grave. Et on ne peut plus, à l'époque, je me rappelle, avec les jeunes de Trappes, ou les jeunes de Mantes-la-Jolie, ou les jeunes d'Iméro, j'essaye de défendre les juifs. J'ai dit, c'est nos frères, c'est comme ça. Et lorsqu'il te dit, toi, tu es un juif, c'est que c'est grave. Donc, il faut que tu reviennes en arrière. Et on a vu la faille entre la jeunesse de banlieue et la communauté juive. Il y a une cassure. Donc, quoi faire? Et la cassure, de plus en plus, elle est plus grande. Donc, 600 millions de juifs, 22 millions de musulmans en France. Les juifs, ils sont organisés, ils ont tous les pouvoirs économiques, dans les entreprises, tout. Ils détiennent tout. Les réseaux, ils détiennent tout. Par contre, les 22 millions de musulmans, ils n'ont pas le droit de s'organiser. C'est eux qui choisissent qui va parler au nom des musulmans. Ça veut dire le fossé se creuse entre nous et la communauté juive. Et de plus en plus, les juifs ont peur et nous, on a la rage. Et ça ne peut pas se maintenir comme ça éternellement. C'est quelque chose, un jour ou l'autre, ça va exploser. Donc, les uns, 22 millions ont la rage, et 6 millions de juifs, et c'est 100 000 juifs, eux, ils ont peur, mais ils bloquent la communauté musulmane. Ils ne peuvent pas. Ça veut dire qu'ils affaiblissent la France. Ça veut dire qu'ils divisent la France. Ça veut dire leur ennemi, c'est l'islam, qu'il soit en Afghanistan, qu'il soit en Libye, ou qu'il soit dans les banlieues. Un musulman, pour eux, c'est un ennemi. Il faut lui faire la guerre. Et ça, on l'a vécu depuis maintenant 91, donc maintenant c'est à peu près 21 ans. Et le fossé s'élargit. Et la France s'affaiblit. Et la France vit dans une psychose de peur. Mais les musulmans, ils n'ont pas peur. Il y a des victimes parmi nous, mais il y aura des victimes parmi les juifs, ça c'est sûr et certain. Donc, si vous voulez, les deux communautés se surveillent, l'une surveille l'autre.
Par contre, maintenant, si on part de l'autre côté de la Méditerranée, on va expliquer tout doucement. C'est-à-dire comment tout, à un moment, tout va péter. Au Maroc, j'ai dit qu'on a vécu à peu près 2300 ans, les Berbères, les Juifs, les Arabes, fraternellement. On n'a jamais, si vous voulez, on ne connaissait pas le racisme. On mangeait les uns chez les autres. On peut coucher les uns avec les autres. Mais vraiment, c'était fraternel et c'est comme si une seule famille. On parlait la même langue, on parlait berbère tous ensemble. On faisait le commerce ensemble. Si vous voulez, c'est simplement, la seule différence, c'est qu'il y a des quartiers juifs, des quartiers berbères et des quartiers arabes. C'est la seule différence, mais la cohésion, il est pacifique, il est vraiment, il n'y a pas de fissure. Mais par contre, maintenant, lorsqu'on prend simplement, je prends l'exemple du Maroc que je connais très bien parce que je suis marocain. Après l'indépendance, qui n'est pas une vraie indépendance du Maroc, que les colonialistes français, avec la communauté juive marocaine, ont trafiqué et ont trompé le peuple marocain, pour exprimer bien ce que je dis, c'est que j'ai dit, tu ne peux pas, à l'époque où j'étais jeune, un enfant au Maroc, différencier un juif d'un berbère ou d'un arabe. On parle la même langue, on a la même culture, et on a, si vous voulez, la même terre. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre, il n'y a pas de différence même dans la couleur. Donc, un juif parle parfaitement le berbère. Un juif parle parfaitement la langue arabe. Un juif connaît bien la culture des berbères et les cultures des arabes. Mais simplement, les colonialistes français, lorsqu'ils ont voulu quitter le Maroc, ils ont trompé le peuple marocain. Ils ont choisi la communauté juive qui a été en Israël, qui a, si vous voulez, les enfants, ils ont fait des études. La communauté juive qui est partie au Canada, aux États-Unis, leurs enfants, ils ont fait des études. Mais qui sont originaires du Maroc, ils sont revenus au Maroc, ils leur ont donné le pouvoir. Ils leur ont donné les pleins pouvoirs. Donc on estime aujourd'hui, dans l'appareil de l'État marocain, entre 6 000 et 10 000 juifs marocains, qui s'appellent Ahmed, qui s'appellent Mohamed, qui peut être ministre, qui peut être préfet, qui peut être inspecteur des impôts, et ils forment la colonne vertébrale du régime marocain. Donc on a découvert ça dans les années 80. Des préfets français nous ont donné une liste de 6 000 noms juifs qui dirigent le Maroc. Et voilà, lorsqu'on a découvert ça, on a dit c'est impossible. On a du mal à croire. Mais au fur et à mesure, on voit sur le terrain que c'est une réalité. Donc, on a confisqué l'indépendance au peuple marocain. Et on a aujourd'hui une certitude que des centaines de milliards d'euros tous les ans quittent le Maroc pour y aller en Israël et en France. Et le peuple marocain, un tiers des Marocains sont exilés à l'étranger pour se subvenir à leur vie quotidienne. Un tiers. Entre 13 et 18 millions de Marocains, ils sont à l'étranger. Un tiers des Marocains ont 1 euro par jour pour vivre au Maroc. Voilà un pays qui est l'un des pays les plus riches au niveau d'Afrique du Nord, qu'un tiers de ses enfants ils sont à l'étranger, déracinés, déstabilisés, qui travaillent pour leur survie. Un tiers des Marocains qui a 1 euro par jour pour vivre, et que l'appareil
de contrôler le Marocain, il est tellement sévère, on a fait du Maroc un laboratoire pour expérimenter les tortures, les prisons secrètes, les prisons, si aujourd'hui on doit dire ce qui se passe au Maroc, c'est l'un des pays les plus martyrisés au monde. On a développé la pédophilie, on a développé la prostitution à un niveau inégal. On a développé. Et le peuple marocain maintenant, depuis un an, on échange sur cette trahison des juifs marocains, de trahir leurs frères marocains, et que ça ne peut pas passer sans une vraie révolution. Et c'est pour ça, j'appelle les jeunes des banlieues, tous, parce que cette révolution, c'est la vôtre. Et vous verrez à la fin, chaque fois qu'on avance, on découvre des choses de ces réseaux sionistes, juifs sionistes, qui bouffent des milliards et qui bouffent des richesses énormes, et que les peuples sont dans la misère. Donc, si vous voulez, on est arrivé maintenant à une synthèse que le Maroc en réalité n'a jamais été indépendant. Que les Marocains, ils sont toujours sous une domination sioniste, colonialiste. Et voilà, je veux quand même revenir un petit peu en arrière pour voir comment les colonialistes et les sionistes travaillent ensemble.